Donc, je disais que ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Bruno Siccardi. Et Bruno est professeur à l'Observatoire de Paris et à l'Université Pierre et Marie Curie. Un beau nom pour une université qui, j'espère, pourra le conserver. Université donc, dans laquelle j'ai eu le plaisir de t'avoir comme professeur il y a quelques années, mais j'en garde un très bon souvenir. Et puis, Bruno est également chercheur au laboratoire d'études spatiales à l'Observatoire de Paris-Meudon, où il est spécialiste du système solaire. Ses travaux sont d'une part des travaux théoriques, où il travaille sur la dynamique, les origines dans le système solaire, et puis beaucoup de travaux qui concernent les observations, donc essentiellement avec les méthodes des occultations stellaires, avec notamment des travaux qui ont commencé dans les années 80 avec la fameuse découverte des arcs de Neptune, notamment avec l'aide du regretté André Braic. Et puis par la suite, donc, de nombreuses autres études avec cette méthode pour étudier les petits corps, les satellites, les anneaux, les atmosphères dans le système solaire. Et puis, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es l'un des leaders mondiaux dans cette thématique. Une thématique qui est d'actualité, puisque dimanche dernier, il y avait la Lune qui est passée devant Antares. Alors là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire d'un point de vue scientifique, mais c'était intéressant à observer. Et donc ce soir, Bruno va nous parler de toutes ces observations avec une conférence intitulée « L'exploration du système solaire externe par occultation stellaire ». Je t'en prie. OK, merci. Donc, je vais présenter la méthode d'occultation stellaire pour explorer le système solaire. Il y a beaucoup de choses, de travaux qui ont été faits depuis une trentaine d'années. J'ai commencé ma première observation, je pense, en 1972, avec des petites jumelles, et ensuite dans les années 80 dans le cadre de mes travaux de thèse. Donc, je ne vais pas tout refaire dans le détail, mais je vais prendre deux exemples récents et emblématiques de résultats qu'on a obtenus, en insistant sur Pluton, l'atmosphère de Pluton, et également la découverte d'anneaux de nouveaux anneaux autour d'un petit corps du système solaire, un corps qui s'appelle Chariclo. Alors, le système solaire externe, il est en fait assez complexe. Vous avez ici le Soleil, avec les planètes qui sont à l'intérieur essentiellement de ce point jaune, et puis bien au-delà de cette limite interne, vous avez ce qu'on appelle le nuage de Oort et la ceinture de Kuiper. Alors, pour vous donner une idée, ici, vous avez 50 000 unités astronomiques entre ce nuage de Oort et le Soleil, sachant que la Terre est à une unité astronomique du Soleil. Donc, ça veut dire qu'ici, on est à 50 000 fois plus loin du Soleil que la Terre. Donc, vous voyez, c'est vraiment des zones très, très externes. Et donc, vous avez un disque ici, qu'on appelle la ceinture de Kuiper, qui sont des milliers de petits corps, donc qui sont très loin du Soleil, très loin de nous. Et puis, encore plus loin, un nuage hypothétique qu'on appelle le nuage de Oort, dont on a des indications indirectes, mais qui n'a pas été observé pour l'instant directement, en tout cas sur des images. Alors, si vous regardez la structure ici, vous avez donc une vision dans un diagramme qu'on appelle logarithmique. Donc ici, vous avez une unité astronomique avec la Terre. Vous arrivez ici à 50 000 unités astronomiques, vous avez le nuage de Oort. Vous avez les planètes telluriques, planètes rocheuses comme la nôtre, les planètes géantes ici, Neptune, et puis au-delà de Neptune, un tas d'objets qu'on appelle les objets transneptuniens ou la ceinture de Kuiper, parmi lesquels vous avez Pluton, vous avez un grand corps qui est aussi gros quasiment que Pluton qui s'appelle Eris. Et donc, les occultations dont je vais parler servent à étudier ces corps très très loin au-delà de Neptune. Alors, je ne vais pas entrer dans toutes les subtilités de cette région, mais en gros, si vous voulez, cette région au-delà de Neptune, donc qui est ici, contient des corps de différents types, soit des corps qui sont dans le plan général du système solaire, soit des corps qui ont été perturbés, qui sont très inclinés. Il y a probablement des corps qui viennent, donc ces corps-là viennent probablement de la région entre Uranus et Neptune, ils ont été éjectés par Neptune, Uranus ou d'autres planètes géantes. Certains sont venus ici, certains sont primordiaux. Donc, il y a, si vous voulez, dans cette région, une sorte de mémoire du système solaire. C'est-à-dire que ce qu'on observe aujourd'hui dans cette région du système solaire, aussi bien au point de vue de la composition qui est assez primordiale que de la dynamique, donc cette région a gardé une sorte de mémoire de ce qu'était le système solaire au moment de sa formation. D'où l'intérêt d'étudier ces objets, c'est d'essayer de voir dans leur chimie, leur dynamique, à quoi ressemblait le système solaire
initiale. Alors, si on regarde ce qu'on appelle la méthode d'occultation, en gros, si vous voulez, vous avez ici un mouvement bizarre qui est le mouvement de Pluton dans le ciel entre 2002 et 2016. On voyait qu'il fait des petites boucles. Et ces petites boucles sont en fait la composition du mouvement de Pluton dans le système solaire, autour du Soleil, et le mouvement de la Terre autour du Soleil. Et comme nous, on regarde Pluton depuis la Terre en général, on voit Pluton qui fait ces mouvements bizarres, on appelle ça un effet de parallaxe. Et donc ces boucles représentent chacune une année. Et donc Pluton, au cours de ce mouvement, va passer devant des étoiles. Et passant devant des étoiles, il va les occulter. Alors voici un exemple d'une occultation par un autre corps au-delà de Neptune, qui n'est pas Pluton, mais qui s'appelle Quaoar, qui est un peu plus petit. Et donc là, vous avez un petit film avec plein d'étoiles. On est dans la région du centre galactique, donc le champ est très riche. C'était observé depuis San Pedro d'Atacama au nord du Chili. Et vous avez ici une étoile qui va disparaître. Alors en réalité, elle a disparu pendant 1 minute. Là, j'ai accéléré le film pour qu'on voit ça plus rapidement. Mais vous voyez, donc l'étoile disparaît. Et ici, vous avez Quaoar qui est devant l'étoile. Mais Quaoar est tellement petit et tellement faible qu'on ne le voit pas. Donc tout ce qu'on voit, c'est l'étoile qui disparaît. Mais l'objet lui-même n'apparaît pas parce qu'il est trop petit, il est trop faible. Et donc, ce qu'on fait, c'est on chronomètre cet événement. Ça a duré ici 58 secondes, virgule 1, plus ou moins quelques dixièmes de seconde. Et le chronométrage de ce phénomène va permettre de reconstituer la forme de l'objet. Donc, ceci est illustré ici. Donc là, vous avez, si vous voulez, imaginer un corps qui est très loin, qui est éclairé par une étoile. Cette étoile va créer une ombre derrière le corps, et cette ombre va arriver jusqu'à la Terre, et elle est matérialisée par ce disque noir ici. Donc tous les observateurs à l'intérieur de cette région vont voir l'étoile disparaître. Donc ça ressemble un petit peu à une éclipse de soleil. Vous avez une éclipse de soleil, vous avez une zone à peu près ronde qui balaye la Terre, et dans cette zone de totalité, vous avez le soleil qui disparaît. Donc là, ce n'est pas le soleil qui disparaît, c'est une étoile qui va disparaître. Et comme le corps, évidemment, se déplace dans le système solaire et la Terre se déplace dans le système solaire, mais cette ombre va se déplacer. Et donc là, c'est un exemple qu'on avait en 2011, où c'était l'ombre de Eris, un gros objet transneptunien, qui est passé devant l'étoile vue de San Pedro d'Atacama, vue de la Silla, où il y a l'Observatoire européen austral, et puis il y avait un site en Argentine, El Leoncito, qui n'a rien vu. Et donc chaque station a chronométré le phénomène. Et donc à la fin, chacun a vu quelque chose de différent. Donc là, vous avez l'étoile qui est suivie de la Silla de San Pedro. Elle disparaît ici. À la Silla, elle disparaît. Voilà. Donc ça, c'est reconstitué après coup. L'ombre passe sur les observatoires. Et après, on va ajuster un grand cercle sur ce qu'on appelle des cordes d'occultation et déterminer. Alors plus on a de cordes, plus on a de trajectoires de l'étoile derrière le corps, on va reconstituer de plus en plus précisément la forme. Et comme chacun est à un endroit différent sur Terre, donc entre la Silla et San Pedro, il y a à peu près 600 km, chacun voit l'étoile qui se projette dans le ciel de manière différente. Donc chacun va voir une chose à une dimension et reconstituer la forme du corps à 2 dimensions. Donc ça veut dire que pour faire ce genre d'occultation, il faut avoir un bon chronomètre, c'est-à-dire savoir quand l'étoile disparaît et réapparaît, et puis avoir plusieurs stations sur Terre qui se coordonnent et qui vont observer le même phénomène au même moment. Et évidemment, plus on a d'observateurs, plus la forme va être reconstituée de manière précise. Alors pour vous donner une idée de ce qu'on a sur Terre, si vous regardez Pluton, ceci est une image du télescope spatial Hubble. C'est en gros la meilleure image qu'on puisse avoir avec le télescope spatial ou même d'autres télescopes au sol de Pluton. Donc on voit des vagues taches. Et ça, c'est l'image de la Lune, notre Lune, avec la même résolution qu'ici, le même nombre de pixels sur la Lune que sur Pluton. Donc vous voyez que en fait, c'est plus mauvais que ce qu'on peut voir même à l'œil nu sur la Lune. Autrement dit, si vous prenez le plus gros télescope sur Terre, le plus puissant
celui qui a les meilleures images, même comme cela, Pluton va apparaître dans le ciel comme une image floue de la Lune vue depuis la Terre. Et donc, au mieux, si vous voulez, depuis la Terre, si vous faites de l'imagerie directe, vous avez une résolution d'à peu près 500 km sur Pluton, alors que les occultations, grâce à ce chronométrage, c'est typiquement à une fraction de seconde, un dixième de seconde, vous allez avoir des précisions de l'ordre du kilomètre. C'est-à-dire qu'on fait 500 fois mieux que l'imagerie directe. Alors, on ne fait pas tout, évidemment, avec les occultations, mais au point de vue de la reconstitution de la forme, de la taille de la forme, on est beaucoup meilleur que l'imagerie classique directe. Et d'autre part, je vais montrer tout à l'heure, lorsque l'étoile passe derrière le corps, ici si c'est Pluton, Pluton a une atmosphère et l'occultation va révéler cette atmosphère, ce qui est absolument impossible depuis la Terre par imagerie. Donc si vous prenez une image même meilleure que celle-ci de Pluton, vous serez incapable de voir l'atmosphère parce qu'elle est beaucoup trop ténue, beaucoup trop faible, mais par contre, une occultation va montrer de manière très sensible cette atmosphère jusqu'à une précision de quelques nanobars. Le nanobar, c'est le milliardième de pression atmosphérique terrestre. Donc on peut détecter un milliardième de la pression atmosphérique qu'il y a sur Terre, sur Pluton, grâce aux occultations. Alors on peut faire même des choses encore plus subtiles. Ça, c'est un ensemble d'amateurs qui a observé une occultation par Antiope. Il se trouve qu'Antiope, vous voyez, est un objet double. C'est un astéroïde, donc qui est beaucoup plus près, ce n'est pas un objet transneptunien. Mais le fait de multiplier les stations sur à peu près une centaine de kilomètres, chacun a observé la disparition de l'étoile derrière les corps. Les gens sont en des endroits différents et vous voyez se dessiner finalement un objet double avec des formes très irrégulières. Et la précision sur la forme ici, c'est, comme je le disais, de l'ordre du kilomètre. Alors, ceci permet de faire différentes choses. Par exemple, on peut imaginer des choses physiques en disant si on a par exemple la taille d'un corps comme Eris, Eris a un satellite, donc le satellite permet d'estimer la masse d'Eris grâce aux lois de Kepler. Une fois qu'on a la masse de Eris et sa taille, on peut avoir sa densité. Une fois qu'on a sa densité, ça permet d'avoir le ratio de glace et de rochers sur Eris. Bon, idem pour Pluton, idem pour Charon qui est un satellite de Pluton. Vous voyez que ça va plus loin que simplement faire des choses divertissantes sur le corps en question. Ça permet de faire de la physique. Et par exemple ici, ça permet d'estimer le ratio glace-rocher et de montrer dans le cas de Eris que c'est un objet plus rocheux que Pluton, qui lui-même est plus rocheux que Charon. Alors il y a un certain nombre d'années, une trentaine d'années, on avait découvert donc des anneaux autour de Neptune par occultation et qui étaient en fait détectés des anneaux incomplets, c'est-à-dire qui étaient observés uniquement à certains endroits autour de la planète, sur un secteur d'angle, si vous voulez, limité. Donc voici l'une des occultations qu'on avait faites en 1985. Vous avez l'étoile ici qui a disparu derrière Neptune, qui réapparaît de l'atmosphère de Neptune, et ensuite qui est interrompue par un arc, et on n'avait rien observé de l'autre côté. Donc ça, c'était en 1984-85. Et 5 ans plus tard, la sonde Voyager, la sonde NASA Voyager, est arrivée au niveau de Neptune et a pris ces images. Donc ici, on voit le croissant de Neptune, éclairé par le Soleil, et on voit les anneaux. Alors, Voyager a découvert ici 2 anneaux principaux, et cet anneau-là est en fait accompagné d'arcs. Il y a 3 arcs ici, et celui qu'on avait découvert dans les années 80 était celui-là. En fait, toute la programmation de la rencontre Voyager avait été réorganisée de manière à regarder les anneaux de Neptune. Donc le fait que nous, on découvre depuis le sol, depuis la Terre, des anneaux, avait permis de préparer quelques années plus tard la rencontre Voyager et de planifier des observations focalisées, si vous voulez, sur la présence de ces anneaux, parce qu'on savait qu'ils existaient, même si on ne savait pas exactement leur structure, le nombre de ces arcs, etc. Donc, tout ça pour dire que ces observations permettent de complémenter des observations spatiales et de préparer, dans certains cas, des observations spatiales.
Alors la grosse difficulté qu'on a sur ces objets, c'est comme je le disais tout à l'heure, ils sont très petits, très loin, et donc très difficiles à imager. Et c'est même pire que ça, c'est qu'en fait, si vous regardez ici la taille, alors là je n'ai pas mis les objets en taille réelle, mais en taille relative vue depuis la Terre. Donc par exemple, Eris est à peu près la même taille que Pluton, mais comme il est 3 fois plus loin, du point de vue angulaire, il va apparaître 3 fois plus petit. Et ici, par exemple, j'ai donné un exemple où c'est la taille de Eris est en fait comparable à la taille d'un timbre-poste observé à 150 km. Donc, vous prenez une pièce de monnaie ou un timbre-poste, vous la mettez au-delà d'Orléans, et c'est la taille de l'objet angulaire apparente vue depuis la Terre. Donc, vous voyez tout de suite le problème auquel nous sommes confrontés, c'est de pouvoir prédire ces occultations. En gros, pour prédire ces occultations, il faut pouvoir viser à l'intérieur d'un timbre à 150 km. D'où tout un ensemble de choses, un ensemble de gros problèmes et de sueur froide. Donc là, c'est par exemple, j'avais observé une occultation à l'Observatoire européen austral, et ça, c'était une demi-heure avant l'occultation, et on était en train encore d'actualiser les prédictions. On n'était pas sûr que Charon, là, c'était une occultation par le satellite de Pluton qui s'appelle Charon, allait passer ou pas devant l'étoile. Bon, finalement, il est passé devant. Mais c'est des choses très difficiles. Et depuis donc 1 an, nous sommes aidés grandement par la mission Gaïa. Et la mission Gaïa, en fait, a énormément amélioré les positions des étoiles dans le ciel. C'est un énorme catalogue qui contient plus d'1 milliard d'étoiles, qui est en train d'être établi actuellement. Et une première version du catalogue Gaïa. Donc Gaïa, c'est une mission européenne de l'ESA, de l'Agence européenne spatiale, qui mesure des milliards d'étoiles dans le ciel et qui les mesure de manière très, très, très précise et qui nous permettent, nous, de prédire, donc de viser ce timbre-poste avec beaucoup plus de précision qu'on faisait avant. Donc, typiquement, avec 50 fois ou 100 fois plus de précision qu'on le faisait avant. Donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, le nombre d'événements qu'on va pouvoir prédire, observer avec succès, va être multiplié. Alors, tout ceci donc, a justifié l'octroi d'un projet européen qui s'appelle European Research Council Grant. Donc, c'est un projet qui finance pendant 5 ans, qui finance mes recherches de postdoc, de doctorants, de voyages, d'équipements, de caméras, etc., pour développer ce programme dans le cadre donc, de l'époque Gaïa, c'est-à-dire beaucoup plus d'événements observables. Et donc, ceci, c'est l'ensemble, pour l'instant, des stations avec lesquelles j'ai eu des contacts, dont la plupart sont des amateurs. Donc, une chose importante, c'est que souvent, ces occultations peuvent être observées par des amateurs, parce que les étoiles sont assez brillantes. Et les amateurs ont souvent des caméras assez rapides, sophistiquées, qui sont de moins en moins chères, donc que des particuliers peuvent acheter. Donc, ils participent de manière collaborative à des projets en Australie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe, etc., au Japon. Et donc, vous avez beaucoup de ces observateurs qui permettent de surmultiplier le nombre d'événements observés. Donc, on emporte typiquement dans ces manips, on voyage ou on demande aux gens sur place d'utiliser donc un petit ordinateur, un GPS, la caméra qui est ici, des instruments d'optique, comme ici vous avez un adaptateur, des réducteurs focaux. On met ça dans des petites valises et on part. Par exemple, ici, c'est une expédition qu'on avait faite en Équateur. Donc, c'est dans une chambre, quelque part, dans une hacienda en Équateur. Vous connaissez peut-être François Collat, ici, qui est en train de dormir. Et les télescopes, donc, ils sont prêts ensuite à être déployés dans différents endroits du pays. Donc, ça, c'était en Équateur en 2001. Ça, c'est en Namibie. Donc, pareil, vous avez le PC, le télescope, le GPS, etc. Et donc, on va là où se produit l'événement, un petit peu comme les expéditions d'éclipses solaires. Ça se produit quelque part en Nouvelle-Zélande ou au Mexique. Donc, on voyage dans ces endroits-là pour observer en faisant des rencontres. Donc, ça, c'est des animaux qui venaient. Donc, vous remarquez ici qu'on avait mis une barrière, puisque les animaux, la nuit, ils vont tout droit devant eux. Donc, il fallait éviter que des antilopes ou des phacochères viennent renverser les télescopes. Et voici donc l'ensemble, pour l'instant, donc depuis 5-6 ans, l'ensemble des corps qu'on a pu étudier par occultation. Donc Pluton, son satellite,
et puis d'autres corps. Donc je vais me concentrer sur Pluton et Chariclo en vous donnant quelques résultats notables. Alors sur Pluton, donc c'est une histoire qui a commencé une dizaine d'années. On a commencé à observer les occultations par Pluton pour préparer l'arrivée, entre autres choses, de la sonde NASA New Horizons au niveau de Pluton l'an dernier. Alors ceci, c'est une vue d'artiste de la surface de Pluton. Vous avez le Soleil très loin ici, vous avez le satellite Charon qui est ici, et vous avez de la glace, essentiellement de la glace d'azote et de la glace d'eau et de la glace de méthane à la surface, avec une atmosphère très ténue, des brumes, qui permettent à Pluton d'avoir une atmosphère. Alors, si vous regardez la trajectoire de la sonde New Horizons, donc elle est partie en 2006 de la Terre, elle a passé près de Jupiter, de l'orbite de Jupiter, Saturne, et pendant donc toutes ces années, même avant, depuis 2002, nous avons observé plusieurs occultations à mesure que la sonde se rapprochait, qui ont permis d'affiner en particulier les mesures de la taille du satellite Charon, l'évolution de l'atmosphère de Pluton, la recherche de matériaux comme des anneaux ou autres autour de Pluton. Donc il y a eu toute une préparation de la mission New Horizons grâce à ces observations au sol. Voici un exemple d'image de Pluton et de son satellite Charon prise par la sonde New Horizons l'an dernier. Et donc, si vous regardez l'une des images ici, donc toujours la sonde New Horizons, vous avez une vraie image, c'est plus une vue d'artiste, de la surface de Pluton avec des montagnes. Vous avez des plaines ici de glace, des montagnes de glace d'eau, des plaines de glace d'azote, et une atmosphère qui est en équilibre avec la surface, ce qu'on appelle un équilibre thermodynamique. Donc la surface est essentiellement de la glace d'azote. Cette glace d'azote est éclairée par le soleil qui vaporise, on dit sublime la glace. Cette sublimation, cette évaporation va créer une atmosphère de quelques millionièmes de bar, donc quelques millionièmes de l'atmosphère terrestre. Donc c'est un petit peu comme la gelée blanche, si vous voulez, à la surface de la Terre, où la glace d'eau peut passer de l'état liquide à l'état vapeur, ou vice-versa, selon la température, sauf que là, ce n'est pas de la glace d'eau, mais c'est de la glace d'azote. Donc ça permet d'avoir des sublimations à des températures bien inférieures. Typiquement, la surface de Pluton est à moins 230 degrés Celsius. Alors voici un exemple d'occultation que nous avions observé en 2011. Où on avait pu à la fois avoir le satellite Charon de différents endroits, donc ici au Brésil, au Chili, où on voit l'occultation par Charon et l'occultation par la planète. Chili, Brésil. Donc vous voyez une chose claire, c'est que l'occultation par Pluton donne lieu à une courbe assez lisse, en forme de U, alors que l'occultation par Charon est extrêmement abrupte. Donc là, on voit bien la différence ici entre une occultation par un corps sans atmosphère, à savoir Charon, et un corps avec atmosphère, à savoir Pluton. Alors, en ce qui concerne l'atmosphère, elle fait quelque chose qu'on appelle un phénomène de réfraction en physique, c'est-à-dire que lorsque la lumière de l'étoile arrive de l'infini, passe près de Pluton, ses rayons lumineux sont déviés, et les rayons lumineux étant déviés, ils vont diverger, un petit peu comme une lentille, si vous voulez, comme le ferait une lentille, et cette divergence va faire baisser le signal de l'étoile. Et donc, si vous êtes ici, vous allez voir disparaître l'étoile petit à petit, non pas pour des phénomènes d'absorption, mais des phénomènes de réfraction, un petit peu comme un prisme va réfracter la lumière. Et à partir de ce phénomène de chute de lumière, on peut reconstituer la lentille, qui dans ce cas-là est l'atmosphère de Pluton, et donc avoir finalement la structure de l'atmosphère, sa densité, sa température et sa pression. Alors là, j'ai fait, c'est une observation de Pluton qu'on avait réalisée en 2002. Donc là, c'est la reconstitution que j'avais faite à partir de ce qu'on avait observé. Alors évidemment, ce n'est pas le vrai Pluton qu'on voit ici, c'est moi qui ai rajouté ça. Et c'est ce qu'on aurait observé avec un très gros télescope, où on aurait pu voir Pluton dans le ciel avec cette taille-là.
Donc je répète, ça a été reconstitué après coup de manière à reproduire ce qui s'est effectivement passé ce jour-là. Donc vous avez l'étoile qui bouge par rapport à Pluton, Pluton qui bouge par rapport à l'étoile. Vous voyez qu'elle fluctue ici. Et l'atmosphère de Pluton va réfracter l'étoile, et cette étoile ne va pas disparaître complètement, elle va être en permanence visible grâce à ce phénomène de réfraction. Elle va longer tout le limbe, ici le bord de Pluton, donc on va explorer la structure de l'atmosphère de Pluton sur une grande partie, sur plusieurs centaines de kilomètres, et ici l'étoile fluctue de nouveau et va réapparaître, et ensuite donc reprendre son niveau initial. Alors voici la courbe de lumière correspondante. Donc ceci c'est le temps. Là vous avez 3 minutes. Donc pendant ces 3 minutes, vous avez l'étoile qui a disparu, qui est réapparue. Et ceci c'est rien d'autre que l'effet de l'atmosphère, avec des fluctuations. Donc ici vous avez les fluctuations de l'étoile dans l'atmosphère de la Terre, ce qu'on appelle la turbulence atmosphérique. Donc si vous observez dans un petit télescope ou un gros télescope sur Terre, les étoiles fluctuent, mais là, elles ne fluctuent plus dans l'atmosphère de la Terre, mais ici, elles fluctuent dans l'atmosphère de Pluton. Donc on voit la turbulence de l'atmosphère de Pluton. Donc ça permet d'accéder à une information physique sur ce qui se passe dans l'atmosphère, l'activité de l'atmosphère, pour un objet qui a 5 milliards de kilomètres. Et typiquement, donc, les niveaux qu'on explore sont ici de 10 milliardièmes de bar, 1 microbar, 1 millionième de bar, et les zones les plus profondes et les plus denses sont à peu près à 10 microbars. Et donc ces phénomènes de scintillation ici sont exactement ce qu'on observe au fond d'une piscine. Si vous avez le soleil qui éclaire le fond d'une piscine, la piscine bouge avec des vagues, et ces vagues vont défocaliser le signal qui va arriver au fond de la piscine sous forme donc, de fluctuations. Donc si vous étiez astronome au fond de la piscine avec un photomètre, ce qui n'est pas facile à réaliser, vous verriez en fait exactement ce genre de fluctuations ici. Donc là, ce qu'on observe, ce n'est pas les oscillations de l'eau dans une piscine, mais ce sont les oscillations de l'atmosphère de Pluton au niveau donc, qui fait fluctuer le signal de l'étoile. Et en fait, ceci a été confirmé lors de la rencontre l'an dernier de New Horizons avec Pluton, le survol. Et donc, la sonde New Horizons a confirmé l'existence de ces couches. Et donc, à mesure que l'atmosphère fluctue avec des vagues, elle va se comprimer, se dilater. En se comprimant ou se dilatant, elle va former ou vaporiser de la poussière. Et donc, ça s'appelle des haze, des brumes. Et donc, ces brumes vont matérialiser ces ondes. Donc, ça permet, vous voyez, depuis la Terre, d'observer des phénomènes physiques très fins que, par ailleurs, on ne peut voir que si on envoie une sonde sur place. Vous voyez bien la complémentarité entre les observations depuis le sol qui permet d'avoir des phénomènes très fins. Très fins, ça veut dire que l'épaisseur de chaque couche ici est de l'ordre du kilomètre. Et ça, on peut le voir, nous, depuis la Terre, grâce aux occultations. Alors, par exemple, on a eu donc pendant ces années, on a eu des expéditions, par exemple en Nouvelle-Zélande. Donc on prend l'avion, on ne va pas si loin en général, hop. Et donc ici, il y avait des stations Nouvelle-Zélande qui ont permis d'observer cette occultation. Alors ça dépend, en 2006, j'avais pris une photo où ça ne s'était pas très bien passé. Donc c'était le matin l'occultation, la météo. Donc on était complètement submergé par la neige. Donc on essaie d'arriver quand même au télescope, mais vous voyez que on a abandonné au bout d'un moment. Et puis ça, c'était donc en 2006, une très grosse tempête de neige. Donc j'ai fait 20 000 km pour aller là-bas. Une tempête de neige et puis 20 000 km pour revenir à la maison. Donc c'est un petit peu la limitation de ces expéditions, c'est que si on est sous la neige, évidemment, c'est en mauvais temps, on perd l'observation. Alors ceci dit, en multipliant les sites et en multipliant les observateurs, on peut évidemment multiplier les chances d'observer finalement quelque chose. Alors c'est ce qui s'est produit en 2015, donc une dizaine d'années plus tard. On a eu notre revanche puisqu'il a fait mauvais dans plusieurs endroits également pour de nouveau une occultation par Pluton. Mais certains sites ont eu un temps très dégagé, comme ce site ici, qu'un télescope espagnol qui est installé donc en Nouvelle-Zélande, à l'endroit où on a atterri tout à l'heure. Donc Pluton est quelque part ici, devant la Voie lactée. Et donc,
cette occultation a permis de mesurer ce qu'on appelle la pression ici, la pression donc en microbars, en fonction de la distance au centre de la planète. Donc la surface de la planète est quelque part ici. Là, vous avez 10 microbars, la surface, un microbar, à peu près 1250 km du centre de Pluton, donc à peu près à 50 km au-dessus de la surface, qui est ici, etc. Donc ceci, c'est le profil de pression en fonction du rayon, la distance au centre de Pluton, déterminée par ces occultations, en particulier celle qu'elle a observée en Nouvelle-Zélande. Et si vous regardez ce qui a été obtenu quelques semaines après par la sonde New Horizons, qui a également mesuré le profil de pression de l'atmosphère en fonction de la distance au centre, vous avez ceci. Vous voyez que ça va être très proche. Vous voyez des petites différences qu'on est en train de discuter, et on s'aperçoit que petit à petit, ces différences s'estompent et que les résultats de New Horizons, petit à petit, vont se recoller là-dessus. Donc ça veut dire qu'avec un télescope de 60 cm que j'ai montré tout à l'heure depuis la Nouvelle-Zélande, et d'autres observateurs aussi autour, il y en avait en Nouvelle-Zélande, des fois c'est plusieurs stations, disons en même temps, mais vous arrivez à reconstituer un profil de pression d'une atmosphère pareil ou mieux que ce que peut faire une sonde spatiale. Alors la sonde spatiale fait d'autres choses. Elle a pris des images, par exemple, des brumes de Pluton que nous sommes incapables de voir. On ne peut pas voir d'images de Pluton, on ne peut pas voir des montagnes, des cratères. Il y a eu d'autres mesures, évidemment, de la sonde New Horizons que les occultations ne permettent pas de faire. Ce que je veux dire simplement, c'est que dans certains créneaux, si vous voulez, de recherche, on peut faire aussi bien. Et donc, on peut comparer de manière intéressante ces résultats à ce qui est obtenu par des sondes spatiales. Alors ceci, c'est le profil de température de l'atmosphère. Donc la surface est à peu près ici. La température augmente beaucoup. Donc là, on est à 40 degrés Kelvin, donc à peu près à moins 230 degrés Celsius. On augmente jusqu'à 100 ici, donc à peu près moins 170. Et puis la température rediminue. Et ceci, c'est ce qui a été obtenu par la sonde New Horizons. Alors, au-dessus de ce niveau, l'expérience qui a déterminé ce profil de température n'était plus assez sensible, l'atmosphère était trop ténue pour que l'expérience permette d'avoir des mesures au-dessus. Donc, vous voyez déjà que d'une part, on est en accord avec ce qu'obtient New Horizons, et d'autre part, on peut aller beaucoup plus haut. On a une sensibilité à l'atmosphère à des niveaux de pression qui sont, des niveaux d'altitude qui sont supérieurs. Voilà, et si vous êtes au bas du profil, donc si vous faites un zoom ici, vous avez ici donc le profil que nous on avait obtenu, la surface qu'on avait obtenue ici, et puis là ce qui a été obtenu par la sonde New Horizons. Et vous voyez que la surface que nous avions obtenue pour Pluton est à 1 ou 2 kilomètres près ce que New Horizons a vu. Et tout ça pour une planète qui est à 5 milliards de kilomètres. D'accord ? Donc, vous voyez la puissance de la méthode, aussi bien pour la mesure de pression et de température que la détermination de rayons. Alors, ceci est par exemple un profil de pression. Ici, c'est la pression en microbars. Ici, vous avez la surface qui est quelque part ici, on ne sait pas trop où. Et puis, vous avez ici le profil de pression en fonction donc, de la hauteur au-dessus du sol et ce qui est obtenu ici par New Horizons à deux niveaux de pression, à deux niveaux d'altitude différents. Donc, vous voyez qu'on est dans les barres d'erreur, en fait, des mesures de la sonde New Horizons. Alors, une chose intéressante qui s'est produite pour cette observation en 2015, donc en Nouvelle-Zélande, c'est que le centre de l'ombre, ici vous avez l'ombre de Pluton, ça c'est le centre de l'ombre de Pluton, ça c'est le bord nord et le bord sud de l'ombre, et donc le centre est passé tout près de certaines stations donc en Nouvelle-Zélande, et là vous avez ce qu'on appelle la flash centrale, c'est-à-dire que ici vous avez le temps, donc ceci dure à peu près 3 minutes. Vous avez deux stations qui ont détecté une remontée de signal au milieu de l'ombre. Alors, ce n'est pas qu'il y a un trou au centre de Pluton, c'est qu'en fait, vous avez ce qu'on appelle une focalisation. Donc, l'atmosphère de Pluton agit comme une lentille.
Et cette lentille va focaliser le signal au centre de l'ombre et créer ce qu'on appelle un flash central. Alors, si on veut avoir une idée de ceci, supposez que vous ayez Pluton ici, vous avez une étoile. Alors là, j'ai exagéré de manière très forte le diamètre de l'étoile. À cette échelle-là, l'étoile, comme c'est une étoile qui est très loin dans l'univers, elle a une taille angulaire petite, donc il se projette dans le ciel sous une forme de petit disque qui, à cette échelle-là, serait à l'intérieur de l'étoile ici. Donc là, je l'ai augmenté pour voir ce qui se passe. Et donc, à mesure que l'étoile se rapproche de Pluton, plutôt que Pluton se déplace dans le ciel, donc c'est un mouvement de l'étoile relatif à Pluton, vous allez voir ce qui se passe. Vous avez l'étoile qui se déforme, vous avez une autre étoile qui apparaît de l'autre côté de Pluton. Ici, vous avez un anneau qui apparaît, un anneau lumineux qui apparaît autour de Pluton. Cette étoile va redisparaître ici et l'étoile ici va reprendre sa taille initiale. Donc Pluton a agi, si vous voulez, comme une lentille. Et cette lentille a focalisé le signal ici, voilà, toc. Vous avez une remontée de signal dû au fait que vous avez un anneau aussi, un anneau lumineux. Donc là, on passe au foyer, si vous voulez, de cette lentille que constitue l'atmosphère de Pluton. Alors ceci se voit également dans ce qu'on appelle les microlensing, où la déviation de lumière de galaxies n'est pas due, ou d'étoiles n'est pas due à la réfraction par un gaz, comme c'est le cas pour Pluton, mais qui est due à la gravité. Et donc, si vous avez une étoile qui passe près d'une autre étoile, son image va être déformée, et on va créer ce qu'on appelle des microlentilles. Et lorsqu'on passe tout près de la source ici, la lentille, on voit des formes très allongées avec une image primaire ici, une image secondaire ici. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais en gros, si vous voulez, ce phénomène d'optique dans le cas de l'atmosphère de Pluton se retrouve également en relativité générale où les rayons sont courbés par la masse, donc ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles et non pas des lentilles optiques classiques. Donc voici un exemple spectaculaire qu'on avait observé en 2008. Où ici, vous avez le temps, donc vous avez à peu près 5 minutes ici. On a suivi le signal de l'étoile et la station ici était au centre de l'ombre de Titan. Titan, c'est le plus gros satellite de Saturne. Et vous avez le signal qui est remonté de manière spectaculaire au centre de l'ombre avec plein de structures. Une chose intéressante, c'est qu'au même endroit, un autre télescope observait le même phénomène, mais à une longueur d'onde plus petite. Ici, c'est en infrarouge. Ici, c'est près du visible, dans le rouge visible. Vous voyez que le flash est très différent, et il est très différent parce que le signal de l'étoile étant passé à travers les brumes de Titan, l'absorption dans l'infrarouge et dans le visible n'a pas été la même, donc ça a permis d'avoir des informations, dans ce cas précis, sur les propriétés optiques des brumes de Titan. Et ceci, vous pouvez le faire chez vous, avec un verre ici, vous pouvez créer des flashs centraux, donc au foyer d'une lentille ici, qui va créer tous ces phénomènes que je viens de décrire. Donc pour revenir à Pluton, ici vous avez donc le flash central observé à 2 stations qui étaient séparées entre elles d'à peu près 80 km. Donc celle-ci est passée à peu près à 40 km au nord de la centralité, celle-ci est passée à peu près à 40 km au sud de la centralité. Et ceci, c'est un modèle simple d'atmosphère qui focalise le signal ici. Alors une chose importante qui a permis de faire toutes ces études, en particulier le flash central, c'est de déterminer la pression à la surface de Pluton au cours des années. Donc ça, c'est une occultation, la première qui avait été observée en 1988 par des équipes australiennes, américaines et néo-zélandaises, qui avait permis d'avoir la pression, alors ceci, la pression microbar, en 1988. Ceci, c'est une occultation que nous avions faite en 2002, depuis le Hawaï. Et puis on a continué nos programmes au cours des années, et on voit ici la pression qui augmente. Ici, donc vous voyez plus d'un facteur 2 en fait ici. Et ceci était très, très curieux en fait, puisque Pluton s'est éloigné du Soleil depuis cette période, depuis 1988, et Pluton s'éloignant du Soleil, il se refroidit, se refroidissant, l'atmosphère aurait dû se condenser, donc la pression aurait dû tomber. Donc on observait exactement le contraire de ce à quoi s'entendait, savoir un doublement de la pression, bien que Pluton s'éloigne du Soleil, donc se refroidisse.
Donc vous avez un facteur de presque 3 entre la première occultation en 1988 observée et puis celle que je viens de décrire donc en Nouvelle-Zélande. Alors, on a organisé une nouvelle occultation en 2016, c'est-à-dire un an après ici. Donc moi j'étais au Val d'Aoste en Italie, un télescope de 80 cm qui est géré par la région du Val d'Aoste, sur lequel nous avons pu installer notre caméra. Et on a observé donc l'occultation. Vous avez ici l'image après l'observation. Je montre Pluton qui est ici. Mon collègue italien qui avait donc observé sur ce télescope. Et ça a permis de rajouter un point. Et donc, en fait, on commence à voir la pression ici qui s'arrête. Donc, pour la première fois depuis 30 ans, alors c'est encore dans les barres d'erreur, il faut confirmer ceci, mais la première fois depuis 30 ans, l'atmosphère de Pluton semble s'être arrêtée et commencer à se recondenser. Et ceci est prévu par des modèles théoriques. Donc, ici, vous avez la pression en fonction du temps, et des modèles théoriques prévoient que la pression va retomber ici, sur les quelques décennies qui viennent. Donc on va essayer d'observer de nouveau d'autres occultations dans les années qui viennent pour confirmer ou infirmer cette chute. Donc vous voyez que la sonde New Horizons étant passée, elle est partie, elle est bien au-delà de Pluton actuellement. Donc il est impossible de faire des mesures maintenant avec la sonde New Horizons, mais nous pouvons continuer à faire ces observations depuis le sol. Et donc on va essayer d'aller jusqu'au solstice ici. Donc ça, bon, je ne vais pas expliquer, mais en gros, si vous voulez, c'est l'élévation du Soleil au-dessus de Pluton. Donc le Soleil est au-dessus de l'équateur, Pluton, c'est ce qu'on appelle l'équinoxe. Et ici, vers 2025, on va avoir le solstice et de nouveau, le Soleil va redescendre pour rejoindre ainsi de nouveau l'équinoxe. Donc on va essayer de voir comment va se comporter le climat de Pluton au cours des années à mesure qu'on passe de l'équinoxe au solstice et puis on revient à l'équinoxe. Donc on fait la véritable climatologie, si vous voulez, de Pluton grâce à ces observations. Et quelque chose qui est impossible à faire depuis une sonde spatiale, puisque la sonde spatiale est passée, et on ne peut plus maintenant revenir vers Pluton. Alors je vais terminer avec la découverte donc, des anneaux de Chariklo. Donc on passe à un autre chapitre. Chariklo, en fait, est un tout petit corps. C'est une espèce de gros astéroïde, je pourrais dire. Et en fait, nous avons découvert il y a 3 ans des anneaux autour de Chariklo, au même titre que les anneaux de planètes géantes. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que nous avions découvert les anneaux de Neptune en 1984 par des occultations. Les anneaux de Saturne sont connus depuis Galilée, essentiellement donc autour de Saturne. Jupiter, les anneaux ont été découverts par la sonde Voyager et les occultations ont permis donc de découvrir des anneaux autour d'Uranus en 1977. Alors, Chariklo est beaucoup plus petit, là je ne l'ai pas mis à l'échelle. Vous verrez tout à l'heure l'échelle, en fait. Mais autour de ce petit astéroïde, vous avez des anneaux. Alors, ce n'est pas vraiment un astéroïde, en fait, c'est ce qu'on appelle un objet Centaure. Et les objets Centaure, on pense, sont des objets qui viennent très très loin, donc qui viennent au-delà de Neptune, comme Pluton ou d'autres corps. Et ces objets ont été perturbés par les planètes géantes comme Neptune, Uranus, Jupiter, etc. Et commencent à faire donc des parties de billard dans le système solaire. Et ceci, c'est l'orbite actuelle de Chariklo vue depuis Uranus. Donc c'est une orbite très bizarre, une orbite dite résonante. Donc il y a une résonance 4-3 entre Chariklo et Uranus qui explique cette forme bizarre de l'orbite qui est perturbée fortement par Uranus. Alors c'est une orbite instable, c'est-à-dire on pense que d'ici une dizaine de millions d'années, Chariklo va être éjecté du système solaire et que Chariklo est arrivé là il y a moins de 10 millions d'années. Donc c'est un corps dans cette région est récent. Il va partir assez vite, 10 millions d'années au niveau de l'échelle du système solaire, c'est rien. Et donc on a observé l'occultation en 2013. Et donc on a observé les choses suivantes. On a vu l'étoile disparaître derrière le corps ici. Mais également autour du corps, on l'a vu disparaître derrière quelque chose. Donc on n'a pas compris ce qui se passait initialement. On pensait que c'était du matériau qui était autour de Chariklo, un petit peu comme du matériau cométaire. Mais comme c'est symétrique des deux côtés et comme plusieurs stations observées à différents endroits, on a été obligé d'admettre à la fin que ce n'était pas des activités cométaires, ce n'était pas des jets cométaires, mais c'était vraiment des anneaux, au même titre que les anneaux de Uranus ou les anneaux de Saturne.
Donc ceci, c'est une vue d'artiste donc de Chariclo avec ses anneaux. Ça fait à peu près ici 250 km. Vous voyez que c'est tout petit. Et de ici à là, on a à peu près 800 km. Donc ceci, c'est à peu près la taille de la France, si vous voulez, ou Strasbourg, Brest, en gros. Et ça, c'est 250 km. Ben, c'est tout petit hein, dans le ciel. Et ceci a été publié dans la revue Nature il y a quelques années. Et ici, c'est l'une des courbes que nous avions obtenues depuis le télescope danois de l'Observatoire européen austral. Vous avez à peu près ici, vous avez une vingtaine de secondes ici, vous avez 5 secondes ici, donc l'étoile a disparu pendant 5 secondes derrière Chariclo, et a disparu derrière un anneau principal, puis un petit anneau secondaire ici. Et donc en multipliant les stations, puisqu'il y avait des Brésiliens, des Chiliens, Chiliens, oui, c'est ça, et Argentins. Donc chacun a vu disparaître l'étoile derrière quelque chose. Et quand on a reprojeté tout ça dans le ciel, on s'est aperçu que ce quelque chose, c'était des anneaux. Donc on a été très surpris, parce que c'est la première fois qu'on voit des anneaux autour d'un autre corps qu'une planète géante. Et personne n'avait pensé à ça, personne n'avait émis l'hypothèse auparavant qu'il pourrait y avoir des anneaux, au même titre que les planètes géantes, autour d'un tout petit corps comme Chariclo. Pour vous donner une idée, ici vous avez une image de Saturne vue à travers un petit télescope d'amateur. Ceci, c'est une image de Saturne vue à travers le télescope Hubble, donc les meilleures images qu'on puisse obtenir, depuis la Terre en tout cas. Ici, c'est une image de la sonde Cassini, donc on a beaucoup plus de résolution. Cassini est une sonde de l'Agence spatiale américaine qui est actuellement en orbite autour de Saturne. Et ici, vous avez ce qu'on appelle la division de Cassini, et là, j'ai mis à l'échelle Chariclo et ses anneaux. Donc, ça vous donne une idée de la petitesse des anneaux de Chariclo. C'est vraiment des anneaux de poche. Hein, vous pouvez, ça n'a absolument rien à voir. Alors, c'est un montage, hein, parce que quelqu'un m'a dit, un collègue m'a dit, je ne savais pas qu'il y avait un satellite dans la division de Cassini et que ce satellite avait des anneaux. Donc, je tairai son nom. C'était un théoricien, donc il m'a dit félicitations, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je dis non. Alors c'est pour ça que j'ai rajouté ensuite c'est un montage. Hein. Donc n'allez pas dire après en sortant d'ici que dans les anneaux de Saturne il y a un corps qui s'appelle Chariclo autour duquel il y a des anneaux. Alors voici, on a demandé du temps sur Hubble, sur le télescope spatial Hubble. Et donc voici une image de Chariclo. Et en fait, on triture toujours les images, on n'arrive pas à voir les anneaux, puisqu'en fait, à cette échelle-là, les anneaux sont à l'intérieur des 3 pixels ici. Donc, vous voyez que nous, par occultation, on voit le corps principal, on voit les 2 anneaux séparés d'une dizaine de kilomètres, et à l'intérieur de l'anneau principal, ici, on distingue les structures. Et ceci est en mettre en parallèle, donc, à la meilleure image qu'on puisse avoir depuis la Terre de Chariclo, qui apparaît en fait comme un point. Donc si on essaie de voir les anneaux autour, on ne peut pas les voir. Alors ces images avaient essentiellement pour but de voir s'il n'y avait pas des satellites autour de Chariclo ou de la poussière qui s'échappe. Donc on savait dès le départ qu'on ne pourrait pas voir les anneaux, mais ceci vous montre la puissance des occultations, et en particulier la puissance de résolution par rapport à ce qu'on peut faire depuis le sol par imagerie. Alors ceci, c'est une expédition qui a été réalisée en 2014 donc nous avons organisé une campagne en Afrique du Sud. Donc ici, il y a Jean-Luc Dauvergne qui travaille à Ciel Espace, vous le connaissez peut-être. Et ici, il y a un amateur sud-africain, donc un petit télescope de 30 cm. Et Jean-Luc avait mis un laser qui pointait vers Chariclo ici. Donc ils ont observé une occultation et ils ont vu l'anneau principal, et l'anneau principal, vous voyez qu'il y a une structure. Ça a été fait à un autre télescope également en Afrique du Sud. Vous avez une structure en W qui apparaît. Et pour vous donner une idée, la largeur de l'anneau principal d'à peu près 6 km. Les structures à l'intérieur ici sont de l'ordre du kilomètre. Donc on voit que ce sont des anneaux extrêmement abrupts. Et en fait, lorsqu'on regarde la chute et la remontée de l'étoile, on voit que les bords de cet anneau de Chariclo sont infiniment abruptes, c'est-à-dire qu'en quelques centaines de mètres, on passe
de 1 à 0, quasiment. Ils deviennent quasiment opaques. Donc, ils sont extrêmement confinés et leurs bords sont extrêmement abrupts. Alors, ceci a été vu dans les années 80. À la fin des années 70-80, on avait observé des occultations par les anneaux d'Uranus et qu'on présente les mêmes structures. Donc l'anneau epsilon d'Uranus, qui fait à peu près une cinquantaine de kilomètres de large, et les anneaux de Chariklo ressemblent très fort à l'anneau alpha avec une structure interne et une largeur d'à peu près 5-6 km. Donc ça veut dire qu'autour d'Uranus, vous avez 9 anneaux très étroits avec des bords très abrupts et certains d'entre eux, en tout cas celui-là, est confiné par des satellites qui ont été observés par la sonde Voyager. Donc on a vu des satellites autour de cet anneau epsilon. Par contre, on n'a pas vu de satellite autour de ces autres anneaux. Et on pense, il y a une théorie qui dit que ces anneaux peuvent être confinés, peuvent être, si vous voulez, ramassés et compactés dans une région précise grâce à ce qu'on appelle les satellites bergers. Donc ce sont des phénomènes gravitationnels qui perturbent les particules et qui les confinent dans des endroits très définis, par ce qu'on appelle des résonances. Donc, on pense en fait que les anneaux de Chariklo sont également probablement confinés par des petites lunes. Autrement dit que ici, autour donc, des anneaux, il y a des petites lunes. Et quand on calcule les masses de ces lunes nécessaires à causer ce confinement, donc on peut faire des calculs théoriques, au moins un ordre de grandeur, on s'aperçoit que ces petites lunes, qu'on appelle donc les satellites gardiens, les lunes gardiennes, auraient des tailles de l'ordre du kilomètre. Donc leur masse serait suffisante à ce moment-là pour confiner l'anneau. On pense qu'il y en a un petit satellite dans la division ici, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Ces 3 satellites maintiendraient le système d'anneaux et l'empêcheraient de se diffuser et donc de s'étaler avec des bords qui seraient du coup assez mous. Alors évidemment, aussi bien Hubble que n'importe quel instrument depuis le sol ne peut pas détecter ces petits satellites parce qu'ils sont trop petits. Et nous, par occultation, si l'étoile passe derrière ici, elle va voir Chariklo, évidemment, elle va voir les anneaux, mais la probabilité que l'on soit occulté par un de ces petits satellites est très faible. Donc probablement, on ne va pas observer, sauf si on observe des centaines d'occultations. Peut-être un jour, on va avoir la chance d'avoir un de ces satellites qui passe devant l'étoile, mais la probabilité est très faible. Et donc, on essaie d'avoir pour l'instant des théories. Est-ce que ces anneaux proviennent d'une collision qu'a eu Chariklo? Cette collision a provoqué un disque autour de Chariklo. Et puis, ce disque s'est reformé sous forme d'anneaux. Et puis, il y a des petits satellites qui sont reformés, qui ont confiné le matériau et donc formé un système avec un mélange de satellites et d'anneaux qui serait stable au moins sur quelques millions d'années. Une autre théorie qu'on essaie d'explorer pour l'instant, c'est de savoir si ce n'est pas le propre Chariklo qui émet du matériau comme une comète et que ce matériau qui est éjecté de la surface de Chariklo se disperse dans l'espace et forme un disque autour de Chariklo, lequel disque ensuite pourrait reformer des anneaux. Il se trouve qu'il y a un autre corps qui s'appelle Echeclus, qui ressemble très fort à Chariklo, qui est à peu près la même taille, un peu plus petit, à peu près dans la même région du système solaire, à peu près même composition. Et ce Echeclus a des activités cométaires. Donc ici, en mars 2006, c'est ça, a éjecté un gros paquet de matériaux qui est parti et qui a disparu. Et alors ceci, on n'observe pas pour Chariklo. Chariklo actuellement n'a pas d'activité cométaire, mais Echeclus est connu depuis une vingtaine, trentaine d'années et a eu 3 ce qu'on appelle outbursts, c'est-à-dire explosions où du matériau a été éjecté de Chariklo et s'est répandu dans l'espace. Donc il se pourrait qu'Echeclus soit un exemple de ce qui s'est passé autour de Chariklo. Cet exemple, pour Chariklo, se terminant par la présence d'anneaux. Mais bon, c'est peut-être complètement faux, hein, donc on essaye d'avoir plus d'imagination que ces petits corps, mais pour l'instant, c'est les 2 théories qu'on a pour la formation d'anneaux autour d'un petit corps. C'est soit la collision qui a éjecté, qui a cassé, qui formait un disque de débris, soit
une activité cométaire qui a alimenté un disque à partir duquel les anneaux sont formés. Donc je terminerai juste pour dire qu'avec Gaïa, donc la mission Gaïa dont j'ai parlé tout à l'heure, on va avoir une recrudescence, une augmentation énorme d'occultation observée. Typiquement, ce que je vous ai montré, les exemples que je vous ai montrés, c'était à peu près 3 ou 4 occultations par an, qui étaient plus ou moins couronnées de succès. Maintenant, on va multiplier probablement par 10 le nombre de succès possibles. Donc il va falloir mettre à contribution beaucoup d'amateurs. On ne va pas pouvoir tout faire, mais on va pouvoir réorienter nos priorités scientifiques en disant on va observer un centaure comme Chariclo, on va observer Pluton au cours du temps, etc. Et ceci se fait grâce donc, à la précision des mesures Gaïa qui va améliorer les prédictions et donc augmenter le nombre de succès dans les occultations. Ceci, par exemple, est ce qu'on avait l'an dernier. C'était un mois avant l'occultation. C'était la trajectoire du centre de l'ombre de Pluton sur le sol, avec le bord sud de Pluton. Ceci, c'est les stations qui étaient dans la boucle de la campagne. Et puis les zones grisées, c'était la nuit complète jusqu'au jour complet ici, avec tous les dégradés qui indiquent le crépuscule à différentes étapes d'obscurité. Donc là, c'est très obscur, c'est la nuit noire. Puis là, on arrive au crépuscule clair où on ne peut plus observer grand-chose. Et grâce, donc, le projet Gaïa a publié en octobre 2016 un catalogue de plus d'1 milliard d'étoiles. Là, c'était en juillet, donc c'était quelques mois avant. Et donc, on a demandé au projet Gaïa de nous donner la position d'une étoile. Donc, le premier catalogue Gaïa, qu'on appelle le DR0, celui d'octobre étant le DR1, le DR0 en tout et pour tout une étoile. Et cette étoile, c'était l'étoile qui était occultée. Donc, on a demandé au projet Gaïa ce qui peuvent nous aider à avoir l'étoile et donc améliorer notre prédiction. Et donc, voici ce que prédisait ensuite, une fois qu'on a eu cette position Gaïa. Voici, donc vous voyez que tout est descendu de plusieurs centaines de kilomètres vers le sud, avec la zone centrale ici, le bord nord de l'ombre, le bord sud de l'ombre de Pluton. Et une fois qu'on a observé le phénomène, après coup, donc on a reconstitué la trajectoire de l'ombre, et c'était ceci. Donc ça, ce qui était prévu un mois avant avec les méthodes habituelles, ce qui était prévu grâce au catalogue Gaïa, et ce qui avait finalement été observé. Et donc, on a alerté, évidemment, les gens en Israël, au Maroc et aux Canaries pour observer. Donc, ces gens-là ont eu des données. Aux Canaries, en Israël, on a pu avoir des données qui ont permis de complémenter les observations qu'on avait initialement prévues essentiellement sur l'Europe. Donc, tout ça pour dire qu'on va pouvoir savoir où aller avec nos petites valises, puisque avant on allait en Espagne, mais au dernier moment où soit on ratait l'événement, soit il aurait fallu être au Maroc. Donc là, on va au Maroc, et non seulement on va au Maroc, mais au Maroc, on sait où aller. Donc avant, en gros, on savait le continent où on doit observer, mais pas forcément le pays. Maintenant, on sait le pays d'où on doit observer, et on connaît l'endroit dans le pays où on peut observer. Voilà, donc j'ai terminé là-dessus. Donc ça, c'est la prochaine, c'est le 18 mars. Donc une occultation par Chariclo et ses anneaux. Chariclo est en vert ici, les anneaux en bleu. Donc, il y a tout un ensemble d'amateurs néo-zélandais qui sont attaqués, là, qui vont commencer à se préparer pour observer celle du mois prochain. Donc là, on va vraiment tester nos méthodes de prédiction et voir si cela marche. Et si ça marche, ensuite, on sera plus... Parce qu'il y a beaucoup d'autres occultations qui vont avoir lieu au Chili, en Australie, etc., en Afrique du Sud, en Namibie, qu'on va pouvoir tester dans à peu près un mois pour voir si notre petit timbre-poste il est au bon endroit dans le ciel. Voilà, merci. Merci beaucoup, Bruno. Y a-t-il des questions, des commentaires dans la salle ? De nuit. Oui, sauf, on peut imaginer certaines en infrarouge, qu'on peut faire également de jour. J'ai fait quelques observations d'occultation au crépuscule ou même en journée. Si on va à 2 microns,
on peut arriver à faire certains de ces événements en plein jour, mais c'est rarissime. Donc, pratiquement, il faut que la nuit soit déjà bien avancée. Il faut typiquement qu'on soit ce qu'on appelle le crépuscule astronomique pour pouvoir faire ce genre d'occultation, d'observation. À propos de longueur d'onde, justement, les observations que tu as montrées, c'est essentiellement des observations en photométrie. Il n'y a pas beaucoup de projets qui sont prévus pour faire ça en spectroscopie, pour observer les atmosphères? Oui, tu as alors, juste montré un exemple où il y avait 2 longueurs d'onde? Oui, alors on a fait une fois au VLT, Very Large Telescope au Chili, une étoile en infrarouge dans la bande du méthane. Ça a permis de détecter le méthane dans l'atmosphère de Jupiter, de voir sa distribution. Le problème, c'est que le spectre disperse la lumière, et donc s'il n'y a pas beaucoup de photons déjà de l'étoile et qu'on disperse en plus, on a de moins en moins de photons dans chaque canal spectral. Donc, ça c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que comme on ne sait pas trop où va passer l'occultation, c'est difficile de transporter un spectro. Chaque fois, un spectro, c'est difficile à mettre en œuvre, etc. Il faut le transporter. Par contre, cette année, on a au moins une manip qu'on compte faire dans plusieurs longueurs d'onde à la CIA, parce qu'on sait que le phénomène aura lieu à la CIA. Et on sait que là-bas, il y a Donc ce ne sera pas de la spectro, mais ce sera multibande. Donc on va faire probablement du bleu, du visible, de l'infrarouge, pour voir les anneaux de Charret-Clos à différentes longueurs d'onde et voir s'ils ont la même épaisseur optique dans différentes longueurs d'onde. Et le spectre, c'est pour l'instant assez difficile, puisque les spectres dispersent trop la lumière, donc on n'a plus assez de signal après par canal. C'est-à-dire que même avec un télescope de 8 mètres comme le VLT, Même avec le VLT, en fait, avec Jupiter, dont je parlais tout à l'heure, l'étoile était très brillante, c'était très rare. L'étoile faisait en cale, faisait une magnitude 9. Mais c'était rarissime. Donc c'est possible, et ça va être de plus en plus possible, en particulier avec le ELT. On va à un moment donné pouvoir faire des mesures spectro pendant que l'étoile passe dans l'atmosphère, par exemple, de Pluton ou de Jupiter. Alors la température est mesurée pour Pluton lorsqu'on a le signal de l'étoile qui descend. Ce signal est dû à la réfraction de la lumière. Cette réfraction est directement liée au profil de densité de l'atmosphère. Donc la première chose qu'on reconstitue une fois qu'on a observé cette occultation, c'est la densité de matériaux en fonction de la hauteur. Ensuite, on utilise ce qu'on appelle l'équation d'équilibre hydrostatique et ce qu'on appelle l'équation des gaz parfaits. Donc on rajoute 2 équations. Donc une fois qu'on a l'équation d'équilibre hydrostatique et l'équation des gaz parfaits, ça permet d'avoir, à partir de la densité, la température et la pression. Et les hypothèses du gaz parfait sont très bonnes, puisque c'est un gaz froid et dilué. Et pareil pour l'équilibre hydrostatique, l'atmosphère est essentiellement en équilibre. Donc ce sont des hypothèses robustes qui permettent d'avoir la température de manière très fiable. Ce qui a été d'ailleurs confirmé par la sonde New Horizons. Donc c'est déduit uniquement de la pression, c'est ça? Donc ce qu'on détermine avec les occultations pour Pluton, c'est la densité de l'atmosphère en fonction de la hauteur. Ce qu'on déduit ensuite par des équations, c'est la pression. Oui. Oui, je voulais savoir comment est-ce que vous avez amélioré la précision des lieux en fait, où auront lieu les occultations. Par exemple, là, vous avez dit que ce sera en Nouvelle-Zélande le 18 mars 2017. Et je n'ai pas bien compris comment est-ce que ça s'était amélioré. C'est en observant les trajectoires, en se disant comme c'est cyclique, on saura que ce sera à tel endroit, à tel... En fait, il y a 2 choses à voir. Il y a d'une part la position de l'étoile dans le ciel. Et si la position de l'étoile dans le ciel est fausse, la position de l'étoile est déterminée dans le catalogue à une certaine précision. Et jusqu'à maintenant, c'était à peu près, disons, un vingtième de seconde d'arc. Ce qu'on appelle la seconde d'arc, c'est un angle. Donc c'est la précision ultime qu'on peut avoir avec les méthodes classiques. Et cette position de l'étoile dans le ciel étant au mieux, avec beaucoup d'efforts, précise à un 50e de seconde d'arc, ça veut dire que le passage de l'ombre, si on bouge l'étoile un petit peu, l'ombre va bouger également. Et donc le passage sur Terre était, à cause de cette erreur, était de l'ordre de 500 à 1000 km. Et comme Pluton fait à peu près 2000 km de diamètre, on pouvait facilement se déplacer d'un rayon. La deuxième chose, c'est que l'objet lui-même a une orbite qui n'est pas très bien connue.
Et on s'est aperçu qu'au cours des années que l'orbite officielle de Pluton était mauvaise et on voyait Pluton se décaler petit à petit par rapport à nos calculs. Donc il a fallu corriger également l'orbite de l'objet. Ce que fait le catalogue Gaïa, c'est qu'il donne les positions des étoiles de manière extrêmement précise, à 1 millième de seconde d'arc. Et 1 millième de seconde d'arc, si on bouge l'étoile d'1 millième de seconde d'arc, l'ombre sur Terre va bouger d'à peu près 10 km ou 20 km. Donc vous voyez ici l'échelle, 20 km, c'est plus beaucoup. Alors qu'auparavant, on pouvait se déplacer de la moitié carrément d'ombre. Donc on va aller sur l'Australie, par exemple, sans problème. Et ce qu'on fait actuellement, c'est chaque fois qu'on observe une occultation par Chariclo, on sait où est passé exactement Chariclo par rapport à l'étoile, puisqu'il est passé devant. Donc on améliore l'orbite, et en améliorant l'orbite de Chariclo, on prévoit mieux l'occultation suivante, qui permet d'améliorer l'orbite de Chariclo. Et de proche en proche, on a une espèce de boucle vertueuse qui permet à la fin d'améliorer l'orbite du corps et d'avoir par ailleurs, grâce au catalogue Gaïa, des précisions très grandes. Et on estime actuellement qu'avec cette méthode itérative, on pourra à la fin, une fois qu'il y aura plusieurs catalogues Gaïa de plus en plus précis, mais on estime qu'à la fin, on pourra avoir des précisions du passage de l'ombre sur Terre de l'ordre de 10 km ou même moins. Et auparavant, on était plutôt à 1000 km. C'est pour ça que je disais, on savait le continent, mais pas le pays. Maintenant, c'est le pays, mais on sait non seulement le pays, mais la ville où il faut aller. Voilà. Oui. C'est la première fois que j'entends le mot de Chariclo. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Où se situe-t-il? Pourquoi l'avoir choisi? Enfin, je suis complètement étonné de ça. Quoi. Alors, on avait choisi Chariclo parce que c'est un objet intéressant. C'est un objet donc, qui vient de la région transneptunienne. Par des calculs théoriques, les gens ont pu montrer que cet objet, il y a tout un ensemble d'objets, il y en a plusieurs dizaines, qui ont été pris de la région au-delà de Neptune, perturbés par Neptune et Uranus, et qui ont été ramenés vers l'intérieur. Donc ces corps glacés primordiaux sont arrivés plus près du système solaire, et essentiellement entre Jupiter et Uranus. Et étant plus près, certains ont chauffé, enfin ils chauffent tous, et certains, donc comme ils sont composés de glace, certains ont des activités cométaires avec du gaz qui se sublime. Et donc, ce qu'on voulait voir spécifiquement sur Chariclo, c'est par occultation voir le corps déjà, quelle est sa taille, et d'autre part voir s'il y avait une coma autour, s'il y avait un nuage de poussière. Donc le but principal initial quand on a organisé la campagne, c'est de détecter autour de Chariclo un nuage cométaire ou des jets cométaires. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on a observé. On n'a vu ni poussière, ni jet cométaire, mais on a vu un anneau. Donc à aucun moment, nous avons cherché de détecter un anneau autour de Chariclo, parce que personne n'imaginait que des anneaux pouvaient exister. Et donc actuellement, il y a d'autres corps, un autre corps qui s'appelle Chiron, qui ressemble beaucoup en termes de taille et d'orbite à Chariclo, et on a observé déjà des occultations, et on voit qu'autour de Chiron, il y a du matériau également. Alors, on ne sait pas si c'est cométaire ou c'est un anneau, parce que les données sont beaucoup moins bonnes que ce qu'on a eu sur Chariclo, mais on a de grosses campagnes, en particulier au mois d'août de cette année, il y aura une occultation très favorable de Chiron, donc ce jumeau en gros de Chariclo, qui sera observable du nord-ouest des États-Unis. Et ce sera à peu près une semaine avant l'éclipse de soleil aux États-Unis. Et donc on va profiter de l'activité des gens en disant, si vous observez l'éclipse, vous voyagez là-bas, vous pouvez peut-être une semaine avant observer cette occultation. On va essayer de voir s'il y a des anneaux ou pas autour de Chiron. Oui. C'est des engins qui sont tout petits, en fait. Il faut une dizaine de kilomètres, c'est ça? Donc Chariclo fait 250 km de diamètre. Ah, quand même, oui. Et comment vous faites pour les détecter tellement ils sont petits? Alors, ils sont visibles. Ils ont été découverts il y a une vingtaine d'années. Chariclo a été découvert en 1995. Donc, ce sont des objets faibles, mais qu'on peut quand même détecter avec des télescopes de l'ordre du mètre. Donc, ce n'est pas des objets très faibles. Pour ceux qui connaissent, qui font de la photométrie, Chariclo a une magnitude à peu près 18. 18, c'est faible, mais avec un télescope de 1 mètre et des longues pauses, on peut le voir sans problème. D'accord ? Et donc, ces corps ont été découverts à partir des années 90, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle des surveys, où les gens observaient pour cartographier le ciel. Et petit à petit, il y a eu... alors, le premier a été découvert dans les années 70, donc c'est le fameux Chiron.
Chéri-Clos en 95. Et puis actuellement, on doit en connaître une trentaine d'objets donc entre Jupiter et Uranus, dont certains sont des activités cométaires et dont l'un d'entre eux, Chiron, semble avoir aussi des anneaux, mais à confirmer. Encore une question, peut-être? Oui? Oui, bonsoir. J'aimerais comprendre le phénomène que vous avez expliqué, qui est assez paradoxal tout à l'heure. Quand Pluton s'éloigne du Soleil, donc il se refroidit, c'est ça? Ouais. Et vous parliez que la densité était... C'est la densité de son atmosphère, non? La densité... Qui était moindre. Il y avait quelque chose de paradoxal tout à l'heure. Mais en fait, ce qui s'est passé... Qui augmente. Qui aurait dû... Ce qui s'est en fait passé, c'est qu'on a observé des occultations... La première a été détectée en 88. Et donc, ensuite, donc on l'a observé et voilà. Donc, ceci, c'est la distance de Pluton au Soleil. Donc là, il y a 30 unités astronomiques en 1988. Actuellement, donc on est en 2017, donc il est à peu près à 38, 39 unités astronomiques, et après, il va aller jusqu'à une cinquantaine d'unités astronomiques. Donc, de ici jusqu'à là, il s'est éloigné à peu près d'une petite dizaine de pourcents, disons 6%. Donc, comme il s'est éloigné, sa surface se refroidit, et la pression de l'azote au niveau de la surface est très sensible à la température. Donc, chaque fois que vous baissez la température de 1 degré, la pression est divisée par 2. Donc, ce à quoi s'attendait à cause de cet éloignement, c'est que l'atmosphère suive son refroidissement et s'effondre. Et c'est exactement le contraire. Alors, pourquoi? C'est une bonne question. Donc, il y a un certain nombre de thèses, il y a un certain nombre de gens, de thèses, de chercheurs. Alors, oui, alors, ce que l'on pense, alors je n'ai pas détaillé tout à l'heure, la réponse à ce paradoxe, c'est que c'est cette zone ici, qui a été détectée par la sonde New Horizons, qui est une dépression dans laquelle s'est accumulée la glace d'azote. Donc, elle a une profondeur d'à peu près 4 km par rapport à la surface moyenne de Pluton. Ça s'appelle le Sputnik Planum. Et cette zone est une accumulation de glace d'azote. Et donc cette glace d'azote, en 1988, était en face du Soleil, donc se vaporisait. Et depuis 1988, elle est restée au Soleil. Et donc en permanence, le Soleil a utilisé cette zone comme réservoir pour vaporiser. Et comme elle est profonde, elle est plus chaude. Quand vous descendez dans l'atmosphère, elle est plus chaude. Donc le fait que Pluton s'éloigne n'est pas un problème. Et ce qui se passe actuellement, que nous on semble voir, et ce que les modèles théoriques semblent voir également, c'est que cette zone s'approche de ce qu'on appelle le terminateur. Autrement dit, le Soleil actuellement est en train de se coucher sur cette zone. Donc il est de plus en plus bas. Donc cette zone est de moins en moins éclairée. Et les modèles théoriques, qui sont ici, alors ces différents modèles ici, ces modèles théoriques prévoient que le fait que la nuit est en train de tomber sur ce réservoir d'azote fait que la pression va diminuer. Alors là, ces points sont très précis. Les barres d'erreur sont plus petites que les points. Donc de là à là, on est sûr que ça a augmenté. La barre d'erreur n'est pas si bonne, mais on commence à sentir qu'il y a probablement un plateau là, au moins. Donc ce qu'on va essayer de voir, c'est d'autres occultations. Et donc le paradoxe est résolu par un effet saisonnier. Ce n'est pas la distance de Pluton qui est un paramètre important, c'est la présence d'un réservoir d'azote qui permet à l'atmosphère de se maintenir. Et comme ce réservoir a sous forme de dépression, il garde une température plus grande. C'est comme si on allait dans la vallée de la mort. Même si l'hiver est très froid, dans la vallée de la mort, la température est de plusieurs degrés supérieure. Et donc, ceci rend l'atmosphère relativement insensible à la température moyenne, globale, grâce au fait que c'est une dépression. Mais à partir du moment où il n'y a plus de soleil qui éclaire sa dépression, le gaz ne peut plus sublimer, donc à ce moment-là, la pression rediminue. Et comme auparavant, on n'avait aucune image précise de Pluton, on ne savait pas qu'il y avait ce gros réservoir, on ne savait pas qu'il était déprimé de 4 km. Et donc, ce modèle qui est apparu ici par nos collègues français Bertrand et Forget, ce modèle a été construit
dans les semaines qui ont suivi la rencontre avec New Horizons. Donc ils ont dit, il y a une dépression, si on le met dans notre modèle, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient déjà un modèle, et ils ont dit, on va utiliser les données de New Horizons comme donc input, comme si vous voulez entrer dans notre modèle, et ce qu'ils ont dit, c'est que l'atmosphère va baisser. Et c'est juste nous, à ce moment-là, de manière indépendante, on voit l'atmosphère qui commence également à baisser. Donc il y a une sorte de confirmation, si vous voulez, observationnelle, de quelque chose qui a été publié de manière complètement indépendante par d'autres collègues. Donc j'ai appelé François Forger, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il dit oui, ben, nous on observe, mais ça tombe bien, nous on prévoit que ça doit baisser justement. Donc, le problème c'est que pour l'instant le modèle il peut être faux, que notre mesure peut être fausse aussi. Donc il faut vraiment voir 2 ou 3 points de plus. Quand vous avez des barres d'erreur en physique, vous voyez la barre d'erreur ici, il faut être sûr que ce n'est pas un effet simplement de barre d'erreur. Donc on semble voir une diminution de pression, et le modèle théorique semble prévoir une diminution également. Donc c'est une bonne indication, mais c'est quelque chose qui doit être maintenant confirmé. Bon, mais tout n'était pas faux, hein, qu'on ne parte pas là-dessus, qu'on ne se quitte pas sur... Tout était presque juste. Bien, bah, s'il n'y a plus de questions, je vous propose d'arrêter là, et merci à nouveau Bruno Scardi. Donc bonne fin de soirée. Donc nous nous retrouvons le mois prochain pour une conférence justement sur les télescopes extrêmement grands qui permettront peut-être de faire ce type de mesures.